Et ensuite, évidemment, arrive le XXe siècle qui a hérité de cette modernité introduite par Courbet. Alors bien sûr, il y a Marcel Duchamp, avec son installation étant donnée, directement inspirée de l'origine du monde, c'est clair, alors sans pilosité, mais ça n'est pas parce que Duchamp veut respecter un art académique quelconque, c'est simplement parce que lui-même, à titre personnel, a une phobie du poil. Qu'il soit chez les hommes ou chez les femmes, lui-même était entièrement épilé, il a une phobie du poil, donc il ne le représente pas. Puis vous avez des artistes comme Terry Rogers qui vont peindre des scènes érotiques. Ici, c'est simplement un détail, mais le tableau est beaucoup plus important et il représente souvent des parties fines dans une société un peu jet-setteuse du XXe siècle ou de la fin du XXe siècle. Et puis vous avez par exemple Orlan qui va proposer l'origine de la guerre, qui est donc la version masculine de l'origine du monde. Alors c'est intéressant parce que j'ai eu l'occasion, Elisabeth Roudinesco m'avait demandé une conférence pour son séminaire d'histoire de la psychanalyse à l'École normale supérieure, et elle m'avait dit, est-ce que vous voudriez parler de l'origine de la guerre d'Orlan? Il se trouve que je connaissais bien l'œuvre, alors je dis oui, au contraire, avec plaisir. Mais quand je parle d'une œuvre d'un artiste vivant, j'aime bien en parler avec l'artiste. Alors, j'ai parlé avec Orlan de cette œuvre, et bien entendu aussi de l'origine du monde. Et c'était très intéressant cette confrontation parce que je lui disais tout ce que je pensais de l'origine du monde, que c'était pour moi une œuvre féministe, puisque c'était une œuvre qui restituait à la femme ce qu'on lui avait refusé depuis l'Antiquité, et elle m'a dit exactement le contraire. Elle m'a dit, pour moi, l'origine du monde, c'est le pire qu'on ait pu faire à une femme. On lui a coupé les bras, les jambes, la tête, on l'a réduite à un sexe et un ventre, c'est-à-dire aux fonctions de reproduction et fonctions de plaisir de l'homme. Vous voyez que nous avons là deux interprétations totalement opposées. Ni l'une ni l'autre ne sont vraies ou fausses, mais nous avons deux interprétations opposées. Et lorsque je lui ai demandé pourquoi elle avait choisi de représenter cette version masculine, elle m'a dit, je voudrais montrer aux hommes, pour qu'ils comprennent ce que ça fait, de représenter quelqu'un sans les jambes, sans les bras, sans la tête. Donc voilà une œuvre tout à fait intéressante. On ne peut évidemment pas évoquer le XXe siècle érotique sans évoquer Picasso, dont l'œuvre est très érotique, sachant que nous avons ici, à partir des années 65-66, c'est-à-dire à partir du moment où Picasso voit l'origine du monde chez Jacques Lacan, puisqu'il en était le propriétaire à l'époque, on a encore une focalisation supplémentaire sur l'érotisme chez Picasso et surtout une focalisation sur le sexe féminin. Donc il va dessiner, graver et peindre des nus où le sexe féminin va être parfaitement apparent. Et puis on a ici, par exemple, des scènes d'accouplement, l'étreinte ici qui est une toile en 69. Vous avez toute une série de gravures qu'il réalise en 68, et notamment la série Raphaël et la Fornarina, où on va trouver là encore des sexes féminins extrêmement centraux dans l'œuvre et des scènes d'accouplement. Là, il y ajoute en plus un témoin. Alors, dans toute la série, il y a un témoin. La plupart du temps, chez Picasso, le témoin, c'est le pape, ce qui est tout à fait intéressant. Et je profite d'ailleurs d'évoquer Picasso ici pour vous indiquer, si vous ne savez pas déjà, qu'à la réouverture après travaux du musée Courbet à Ornans, il y aura une exposition. C'est la première fois que ce thème est évoqué au monde, une exposition Courbet-Picasso, donc une confrontation entre les œuvres de Picasso et les œuvres de Courbet. Je vous en parle parce que j'ai le plaisir d'être le commissaire scientifique de cette exposition et ça va être vraiment un sujet passionnant à aborder. Et puis nous arrivons au XXIe siècle. Alors la question du XXIe siècle, on aurait pu se dire au XXe siècle, tout s'est bien passé, finalement il y a une conquête de la liberté des artistes sur l'art érotique, on avait de moins en moins, puis on n'a plus du tout de censure, donc c'est un siècle de liberté. Eh bien, pas du tout. Le XXIe siècle est un siècle
rétrograde. Au XXIe siècle, nous sommes en train progressivement de revenir, pas encore au Moyen Âge, mais de revenir en tout cas déjà au puritanisme du XIXe. Ce ne sont pas les mêmes qui censurent. Jusqu'à présent, la censure était à peu près toujours assurée par des milieux vaguement d'extrême droite ou catholiques plus ou moins intégristes. Non, aujourd'hui, la censure, elle est tous azimuts, c'est-à-dire qu'elle vient toujours de ces milieux, mais les plus virulents aujourd'hui sont autres. Ce sont des mouvements bien pensants de gauche, une gauche qui renonce totalement à son héritage de défense de la liberté d'expression et de création, et ce sont aussi un certain nombre de féministes dans la branche féministe antisexe, qui n'a rien à voir avec la branche féministe libertine, qui est très importante, mais qui s'exprime beaucoup moins, donc on entend moins. Alors par exemple, eh bien, vous avez ce chef-d'œuvre de Balthus, vous avez un certain nombre de personnes, de mouvements antipédophiles, qui veulent faire décrocher l'œuvre du musée dans lequel se trouve. Et puis vous avez ici, tout le monde en a entendu parler, ça a été à la télévision très montré, cette œuvre d'Anish Kapoor, Dirty Corner, qui a été massacrée, vandalisée, lorsqu'elle était exposée à Versailles. Alors Anish Kapoor avait exposé cette œuvre à Milan, personne n'avait bougé, et puis à Versailles, voilà ce que ça donne. Alors il est vrai qu'il a commis la maladresse ou l'habileté, parce que là, on ne peut pas savoir, de dire dans une interview qu'il s'agissait du vagin de la reine qui prend le pouvoir. Alors vous imaginez qu'à Versailles, dont la population est très conservatrice, très religieuse et surtout ne plaisante pas avec le couple royal, eh bien, rien que ça a suffi pour créer ce type de manifestation. Alors voilà, nous sommes aujourd'hui dans un siècle où, pour l'artiste, la question de la liberté de création se pose, où l'artiste se demande s'il doit se soumettre ou non à l'autocensure, et c'est vous dire pourquoi un artiste comme Jean-Pierre Sergent, pourquoi il est difficile pour lui de s'exprimer comme il l'entend, dans la mesure où l'érotisme fait partie des sources d'inspiration de ses œuvres. J'en ai ici choisi simplement deux. Je ne vais pas évoquer l'œuvre de Jean-Pierre Sergent, ça nous allons le faire dans une deuxième partie, dans un dialogue directement avec l'artiste. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que je le connais depuis 2006. Nous avons été présentés par Frédéric Thomas-Morin, qui est une directrice du musée Gustave Courbet, qui est une amie de 30 ans. Et depuis lors, je suis son travail, je suis les évolutions de son travail. J'ai tout de suite été extrêmement intéressé par ce qu'il faisait, parce qu'il m'a semblé qu'il y avait une adéquation entre l'artiste, la démarche et le résultat. Une œuvre de Jean-Pierre Sergent, vous pouvez en voir dans un musée, par exemple, il y en a ici au niveau des piliers des escaliers, mais vous pouvez en voir dans un musée, vous reconnaîtrez tout de suite un Jean-Pierre Sergent. Vous n'aurez jamais de doute. Et donc, depuis lors, je suis régulièrement ces travaux que je trouve extrêmement étonnants. Donc voilà, ça, nous allons en parler tout à l'heure. Je voudrais simplement, en guise de conclusion, puisqu'on parlait de ce XXIe siècle, eh bien, donner la parole à Picasso, qui nous dit « L'art n'est pas chaste, on devrait l'interdire aux ignorants innocents, ne jamais mettre en contact avec lui ceux qui s'y sentent insuffisamment préparés. Oui, l'art est dangereux, ou s'il est chaste, ça n'est pas de l'art. » Et bien voilà ce qu'il faut essayer de faire comprendre aux nouveaux censeurs d'aujourd'hui. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis bien sûr à votre disposition pour répondre maintenant à vos questions. J'aurais une question, je vous remercie de votre conférence, c'était vraiment intéressant. J'ai découvert le pays, je ne sais pas, c'est vraiment passionnant. Et j'aurais voulu, parce que en tant que directeur de musée, quand on a présenté le travail de Jean-Pierre Sergent, la question s'est posée aussi. Je ne dis pas qu'il a fallu être courageux, mais en tous les cas, de le faire. On aura publié également aussi avec certaines remarques, et on a accompagné aussi même des équipes pour qu'ils fassent un travail de communication, un travail de compréhension. Et il m'est posé une colle, et je pense que peut-être
m'aider à y répondre. Quelle est pour vous la différence entre érotisme et pornographie? Parce que c'est souvent, pour eux, des syndications sont dites pornographiques. Alors j'ai apporté cette réponse à des équipes, bien sûr, mais ça m'intéresse, compte tenu de votre connaissance intime du sujet que vous avez par rapport aux publications, que vous me donniez votre avis. Comment on peut déjouer souvent, d'emmener finalement une présentation qui serait érotique, on se rend compte que c'est de la pornographie, c'est de la pornographie, et là, généralement, on nous amène à ce sujet, c'est très critique. Donc voilà, je voulais avoir votre avis, votre opinion, et aussi peut-être que vous m'aidiez à mieux encore faire ce travail de médiation. Alors, juste, et je le tais après, je trouve que vous avez complètement raison, notamment lorsque vous parlez de l'époque qu'on vit actuellement, on est obligé d'une certaine manière de se censurer, on fait très attention. Et je vais vous donner un exemple, dans un an, un peu moins d'un an, on aura une exposition polarangère à partir de la nymphe à la source. Et je suis pas sûr que ça ne fasse pas beaucoup de bruit, pas forcément, pas un bruit forcément facile à canaliser. Je veux vous entendre cette nuance tout ça, enfin tout ça, et entre pornographie et érotique. C'est vrai que c'est une question qui est très difficile, en particulier parce qu'elle n'a jamais été tranchée par le droit, en tout cas par le droit français. Le droit américain, par l'arrêt Miller de la Cour suprême, qui doit dater de mémoire de 1973 ou 1974, a clairement défini les choses. Alors, il ne parlait pas de pornographie, mais d'obscénité à l'époque, mais ne peuvent être obscènes les œuvres qui ont un intérêt artistique, historique ou scientifique. Ce qui donc va exclure de facto les œuvres d'art du champ de l'obscénité, qui en revanche va inclure une grande partie du cinéma pornographique. Bon. Le droit français ne s'est jamais prononcé. Il y a un arrêt du Conseil d'État, mais qui concerne un film, et qui n'est pas extrêmement intéressant puisqu'il concerne précisément un film, qui nous parle d'actes sexuels non simulés. Voilà. Bon. Mais enfin, ça ne s'adapte pas à tout, et sûrement pas aux peintures et aux sculptures. Et les juges se gardent bien, aujourd'hui, de dire ce qui pourrait être pornographique ou ce qui ne l'est pas. Il y a eu un procès il y a quelque temps concernant un internaute qui avait une page Facebook, laquelle avait été fermée par Facebook parce que ce professeur avait mis l'origine du monde sur son mur. Et il a fait un procès, il a eu raison. Et finalement, là où le juge aurait pu se prononcer sur le fond, il ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit, comme Théophile Gautier l'avait dit dans Mademoiselle de Maupin dans sa préface, une œuvre d'art ne peut pas être pornographique, ne peut pas être condamnable, ne peut pas être soumise à la morale ou à la loi. Et il faut avouer que en quoi l'œuvre d'art serait pornographique? Une œuvre d'art, ce n'est pas le réel. C'est la représentation d'une réalité au prisme du regard de l'artiste. Mais ça n'est pas le réel. Vous savez, dans Les Bienveillantes, ce très beau roman de Jonathan Little, qui avait obtenu le Goncourt il y a quelques années, Little écrit « Le mot chien n'aboie pas ». Ben, c'est exactement ça. Une œuvre d'art qui va représenter, par exemple, un sexe féminin comme l'origine du monde, n'a rien à voir avec le fait que dans la vitrine d'un magasin, on prenne une femme bien vivante et qu'on la mette dans la même position que l'origine du monde. C'est pas du tout pareil. Donc le problème, c'est que cette définition de la pornographie, elle n'existe pas dans notre droit, alors que le Code pénal y fait référence. L'article 227-24 du Code pénal, par exemple, qui est totalement honteux, punit les représentations, alors là, tenez-vous bien, ça vaut la peine, pornographiques ou
violente ou portant atteinte à la dignité humaine. Bon. Ça, c'est l'épée de Damoclès sur tous les artistes et sur tous les commissaires d'exposition. Quand nous avons fait, avec Frédéric Thomas-Morin et quelques autres consoeurs, l'exposition au musée Courbet autour de l'origine du monde, cet obscur objet de désir, la première chose que j'ai dite à la première réunion des commissaires scientifiques, ça a été de dire attention, il faudra mettre un panneau à l'entrée avertissant du contenu. Sinon, on va se retrouver avec un procès. Nous sommes là dans ce genre de problème. Et c'est vraiment grave, parce qu'une œuvre d'art, par essence, pour moi, ne peut pas être pornographique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de nous placer sur le plan du droit, parce que depuis l'introduction de cet article 227-24 dans le nouveau Code pénal, n'importe quel groupuscule peut attaquer un artiste ou un commissaire d'exposition en l'accusant de pornographie. Si l'œuvre est susceptible d'être vue par un mineur, dit-on, enfin dans tous les cas de figure où à peu près ça peut arriver. Donc c'est pourquoi c'est sur le terrain du droit qu'il serait important d'aller, et malheureusement le droit se garde bien, y compris la jurisprudence, de déterminer ce qui pourrait être pornographique. C'est aussi cette vision-là, en fait, qui est un peu déclinée, qui peut faire un peu l'objet de censure. Mais dans ces cas-là, effectivement, j'imagine que ça va être un peu compliqué pour l'artiste de se positionner de cela, parce que là, c'est pas une question de bonne morale et de l'humeur, mais plutôt une question un peu de société et de nouvelles idées qui sont justes. Oui, alors c'est vrai, mais vous savez, si on prend le cas de l'origine du monde que j'en prenais tout à l'heure, il y a des féministes qui considèrent que l'origine du monde est un scandale. C'est le cas d'Orlan. Bon, voilà. Alors que, personnellement, je pense qu'au contraire, c'est une œuvre féministe. À partir de là, la question est, doit-on décrocher des musées, doit-on interdire, ou bien doit-on expliquer, ou bien doit-on rajouter? Vous savez, j'entends parfois dire on va déboulonner la statue de Colbert, par exemple. Bon. Mais pourquoi ne pas ajouter à côté de la statue de Colbert une autre statue, celle d'Aimé Césaire, par exemple, qu'il mériterait bien? L'idée de vouloir obligatoirement sanctionner, supprimer, condamner, même sans procès, ça n'est pas sain. Alors il est vrai que dans les musées aujourd'hui, au niveau mondial, la femme, et surtout la femme nue, représente l'immense majorité des représentations humaines, alors que la femme en tant qu'artiste doit être présente à 2%, et encore je suis généreux, tous les autres sont des hommes. Bon, c'est vrai, mais il y a assez de talent féminin pour qu'on ouvre les musées à ces artistes-là et pour qu'on augmente le nombre d'œuvres plutôt que d'aller retirer des œuvres par ailleurs. Vous savez, je vous ai montré tout à l'heure le rapt de la négresse qui est au musée de Strasbourg. Je suis persuadé qu'un jour, nous allons avoir des mouvements qui vont demander son décrochage. Alors que c'est une œuvre extrêmement intéressante, c'est une rareté. J'ai fait beaucoup de recherches sur la question. Je n'ai pratiquement trouvé aucune représentation de viol dans la peinture occidentale, sauf quelques peintures d'histoire, mais là, ça n'a rien à voir. Mais en scène de genre comme ça, j'en ai pas trouvé jusqu'à présent. C'est une peinture importante. Alors elle mérite une pédagogie, elle mérite qu'on en parle, etc., qu'on explique, mais certainement pas qu'on la décroche. Nous allons passer à notre dialogue avec Jean-Pierre.